Bienvenue à la conférence L'autisme et ce parasite nommé anxiété, minimiser les dégâts. Je me présente, je m'appelle Valérie Jessica Laporte, j'ai 46 ans, je suis designer graphique et photographe. J'ai 3 enfants qui ont 22, 20 et 18 ans et j'ai un diagnostic d'autisme. Je l'ai fait refaire récemment et ils m'ont mis léger pour la communication et les interactions sociales et ils m'ont mis quand même 3 dans tout le reste. C'est quand même ça le diagnostic. Je voulais le mettre à jour, donc c'est ça maintenant. Je m'implique énormément par rapport à l'autisme dans les réseaux sociaux, par de l'écriture, mon blog. Sur TikTok, j'ai quand même 200 000 abonnés et j'ai même été personnalité de l'année au Québec sur TikTok l'an passé. Et j'ai 2 livres aussi, dont la protagoniste elle est autiste. C'est 2 romans. Donc, c'est mon sujet. J'aime ça en parler. J'aime ça l'expliquer. Donc, ça va me faire plaisir de vous en parler aujourd'hui relativement à l'anxiété. OK. L'anxiété, à la base, c'est quoi? Je pourrais dire, mettons, c'est comme si tu avais peur tout le temps, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. Tu as tout le temps quelque chose qui te stresse. C'est tout le temps là. C'est pas quelque chose qui va être temporaire, c'est quelque chose qui a une grosse, grosse présence. Si votre anxiété, c'est je donne une conférence, je me sens anxieux, cette fois-là, ben c'est pas ça de l'anxiété parce que c'est vraiment relatif à un événement précis, c'est ponctuel, ça se passe là, c'est un stress, c'est normal, on le vit. Mais quand c'est là tout le temps, quand vous n'avez jamais la paix, quand ça ne part pas quand c'est terminé, quand c'est une préoccupation qui est constante, puis que ça nous empêche de fonctionner, là, on peut dire que c'est de l'anxiété. Pour les personnes neurotypiques, la plupart du temps, ça va être une crainte qui ne sera pas nécessairement évidente à identifier, mais pour les personnes autistes, c'est un peu comme si tu es dans Mario Bros, là, et là, tu es attaqué de tous les côtés, mais tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, et tu es juste attaqué un petit peu par plein de choses autour, l'environnement, toutes sortes de choses comme ça qui vont vraiment générer de l'anxiété. C'est un petit peu différent. Personnellement, je trouve que mon anxiété au niveau négatif prend encore plus de place que l'autisme lui-même. Je ne suis pas certaine si je n'avais pas cette anxiété-là qui est constante, si mon autisme serait autant un handicap dans la vie courante. Mon amoureux, il me dit jamais: «Essaye d'être moins autiste». Ça n'a pas de bon sens, il ne pourrait pas dire ça, là, ça se fait pas. Mais il va me dire de temps en temps: faut que tu gères ton anxiété. Là, il faut que tu fasses quelque chose. Quand c'est rendu trop gros et que ça prend trop de place. Tout est stressant. Prendre les transports, c'est stressant, que ce soit l'auto, l'autobus, n'importe quoi. C'est extrêmement anxiogène, tous ces déplacements-là. Les interactions sociales, cette impression-là d'être tout le temps en train de marcher sur une corde raide, d'être un équilibriste un petit peu en danger de qu'est-ce qui va se passer, cette peur-là, est-ce que je vais me désorganiser? Est-ce que je vais avoir une crise? Est-ce qu'il va se passer quelque chose devant les gens? L'anxiété ralliée au temps, pour moi, ça prend énormément de place. Puis, tout ce qui est des imprévus, les choses qui arrivent soudainement, ça, c'est épuisant. Ça prend énormément d'espace. On va y aller un petit peu avec le système des 10 Pourquoi 10 Parce que je ne vous arriverai pas avec une formule magique du style « sois zen, fais des respirations, tu vas voir, ton anxiété va disparaître toute seule ». C'est pas ça. Il n'y a pas une formule miracle. Il y a beaucoup de petits gestes qu'on peut poser au quotidien, des choses souvent faciles à mettre en place qui vont aider à gérer tous les déclencheurs d'anxiété. Et à force de tester des choses, que ce n'est pas la méthode qui change tout, ben, on va remarquer des différences dans plein d'aspects. Et ces différences-là qui, accumulées les unes par-dessus les autres, à coût de 10 vont aller faire une différence au total. Comment on va faire ça? Ben, déjà, on va se donner quelques outils. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche ça, c'est quoi les causes, pourquoi ça se passe. Parce que souvent, là, quand on est dedans, on n'en a même plus conscience, là, ça fait juste nous attaquer. Il y a aussi des signes qui peuvent être vus de l'extérieur, mais aussi qui peuvent être vus par la personne autiste. Ça me fait penser, avant-hier, mon anxiété était vraiment très, très constante et j'avais mon stylet dans mon ordinateur et je cliquais compulsivement. Je cliquais alors que j'étais en train de rien faire. Et c'est mon fils, j'étais en train de lui parler, qui me dit: hey, là, maman, t'es vraiment anxieuse, t'as-tu vu qu'est-ce que tu fais avec ton stylet?
J'étais comme ça, mais je l'ai jamais vu que je faisais ça. Alors là, prise de conscience, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je m'attaque à ce qui est en train de se passer. C'est plein de petites choses comme ça. Donc, voir les signes, on va en parler. Puis, il y a plein d'astuces. Ces astuces-là peuvent être mises en place autant par la personne autiste que par l'entourage. Donc, il n'y a pas de formule magique. C'est une petite victoire à la fois et on y va. Je vais commencer par l'aspect social, aspect qui prend énormément de place au niveau de l'anxiété. C'est quelque chose qui n'est pas instinctif chez les personnes autistes et qui va souvent l'être pour la plupart des personnes non autistes. Les personnes non autistes ne vont pas être tout le temps en train de penser dans les moindres détails à si ce qu'ils font au niveau social convient. Nous, c'est pas naturel. Il manque ce rythme-là. Il manque savoir quoi dire, quand le dire, comment agir, comment se comporter en société. Il n'y a pas, c'est pas mathématique, c'est pas clair, c'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui est en constant changement. Puis, ça va varier énormément entre les personnes, ça va varier entre les époques, ça va varier entre les religions, ça va varier entre les générations, entre les pays, entre les cultures. L'aspect social, tous les codes, ils vont varier entre votre déjeuner, votre dîner puis votre souper, même si vous êtes avec les mêmes personnes. Et si vous êtes deux personnes ensemble, dans un contexte X avec certaines règles sociales, il arrive une troisième personne, puis tout à coup, boum, les règles sociales viennent soudainement de changer. Si c'était si logique et si clair que ça ne serait pas toujours en train de changer. Et nous, il faut s'ajuster là-dedans, puis on a de la misère à attraper la bonne formule, puis savoir comment se comporter. Pour vrai, c'est du travail, c'est quelque chose. Et il y a tout ce qui est les codes cachés, le second degré, tout ça, des données auxquelles on n'a pas toujours accès, des données qui vont nous échapper, que la plupart des gens vont voir, mais nous, on ne l'aura pas, cette information-là. Donc, fonctionner en société, fonctionner avec l'aspect social, c'est comme, je dirais, un état d'alerte permanent. C'est comme si on était tout le temps en hypervigilance parce que quand on y pense, en quelques secondes, tout peut s'écrouler. Depuis qu'on est petit, c'est ça qu'on a appris. Si socialement, tu ne te comportes pas bien, ça peut vraiment s'écrouler. Quand on était petit, ça y allait avec des punitions. Tu t'es pas bien comporté avec tes amis, voilà, tu es puni. Ça pouvait souvent provoquer des éclats, des bruits, des bouleversements parce que si on fait une erreur sociale, l'enfant, qu'est-ce qui va arriver? Les autres vont s'emporter, vont crier, vont bousculer. Peut-être qu'ils vont nous toucher en même temps. On va se faire peut-être toucher par un adulte qui va nous amener ailleurs, qui va nous prendre par le bras, par la main, peu importe. Mais il va se passer quelque chose qui va être assez bouleversant dès qu'on va faire une erreur sociale quand on est enfant. Tout au long de la vie, on peut perdre rapidement des choses avec les erreurs sociales. À titre d'exemple, des amis, un travail, un privilège, la réputation, ça va vite. Une erreur sociale, pouf! Puis, on peut aussi perdre accès à des lieux. Ça veut dire perdre accès à des lieux, voyons donc, une erreur sociale. Je vais y aller d'un exemple. J'étais dans un club de vélo et c'était un club d'environ 250 personnes. Il y avait beaucoup de gens. Et à chaque fois que le club se réunissait, on était tous dans un stationnement. Et là, on se divisait en sous-groupes selon les niveaux. Donc, je suis depuis des années dans le niveau débutant qui vient d'arriver parce que mes progrès sont très lents et c'est difficile, mais il y a des groupes pour ça. Donc, je retourne avec les débutants chaque année, il n'y a pas de souci. Et là, soudainement, je ne trouve pas le couple de coachs qui s'occupe des débutants. Je cherche, je ne les trouve pas. Il y a beaucoup de monde, il y a du bruit, il y a énormément de déplacements. Mon anxiété, elle commence à monter parce qu'il y a beaucoup de choses, puis c'est tout en mouvement, puis c'est stressant. Puis il y a le temps parce que là, on va partir bientôt, puis je n'ai pas trouvé mon groupe. J'ai de la misère à différencier les gens, donc j'ai cherché avec leur casque, les couleurs des casques. À un moment donné, je suis déjà un petit peu désorganisée. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive et là, j'explique ma situation, mais je suis déjà, tu sais, j'ai de la misère. Je parle vite, je parle fort, j'ai les larmes aux yeux, ça ne va pas. Alors, quand la personne responsable a vu comment j'étais, il a dit, moi, je ne gère pas ça, je ne m'occupe pas de ça. Alors, ils ont décidé de m'envoyer avec les enfants de 8 ans. Je me retrouve avec les enfants de 8 ans. Ça ne fonctionne pas très bien parce que deux choses. Ils sont vraiment moins bons que moi pour ce qui est de la vitesse. C'est sûr que je vais beaucoup plus vite qu'eux. Par contre, ils sont cascadeurs. Mais moi, je suis moins cascadeuse.
Donc, je me tiens en retrait pour essayer de pouvoir reprendre ma vitesse. Et en même temps, je ne suis pas capable de faire les cascades qu'ils font. Ils ont 8 ans, ils ne tombent pas de haut. Et la personne du groupe de 8 ans a fait, mais elle ne peut même pas suivre des enfants de 8 ans. Parce que, en fait, je pouvais, mais bon, la situation fait que. Donc, ils m'ont mis dehors du club de vélo parce que j'ai pleuré, parce que je me suis un petit peu désorganisée. J'ai pas crié, j'ai pas sacré, j'ai pas brisé des choses, j'ai pas fait de mal à qui que ce soit, mais devant les gens, socialement, je me suis pas comportée en adulte, je me suis comportée en personne qui était désorganisée. Donc, j'ai perdu l'accès au club de vélo. Finalement, il y a quelqu'un d'influent qui a su ça puis qui est allé un peu les obliger à me reprendre, mais c'était avec la condition que je sois accompagnée, ce qui est, je dois avouer, assez humiliant que ça se passe seulement sous cette condition-là. Et j'ai trouvé ça très difficile. Socialement, je sais que si je ne me comporte pas en adulte devant les gens, j'ai des chances de perdre quelque chose et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la première fois que ça se passe pour moi. Ça, je fonctionne bien. Une fois, j'ai voulu faire un compliment à quelqu'un parce que j'organisais un événement qui me générait justement beaucoup d'anxiété. J'ai voulu éviter à la personne des soucis. Et mon compliment, ben, ça s'est avéré l'insulter. Je ne sais pas comment j'ai réussi ça, mais j'ai réussi à l'insulter. Tellement que ça a créé une grosse chicane de famille avec des menaces puis des choses très, très, très intenses. Alors que moi, c'était par pure générosité et bonté que j'ai été dans cette zone-là sans du tout réaliser que socialement, je n'avais pas fait les bonnes choses. Donc, l'intention, le résultat, on est toujours en train de se demander, est-ce que tout va s'écrouler? Puis c'est sûr que ce risque-là, bien, ça peut amener énormément de détresse psychologique quand on a plusieurs contacts sociaux puis que ces contacts-là ne se passent pas toujours bien. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on a compris pourquoi c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, je vois un petit peu ça comme des fois, je me dis, imagine, il faudrait évacuer le pays puis on devient une personne immigrante. On est un immigrant. Qu'est-ce que ça pourrait être une belle immigration? Une belle immigration, ce serait peut-être que ma musique que j'avais, je l'amène avec moi, je l'ai encore, ma culture, ma langue, qui je suis, comment je fonctionne, tu sais, si ça ne fait pas de mal à personne, je peux l'amener avec moi. En contrepartie, on m'explique là-bas, c'est quoi la culture? C'est quoi les petites subtilités? C'est quoi la langue que les gens parlent? On me traduit qu'il y a peut-être des petites choses automatiques que tout le monde fait qui veulent dire quelque chose de précis dans cette culture-là. Puis tranquillement, on m'explique, mais sans m'enlever qui je suis. L'explication de comment agir en société pour une personne autiste devrait se limiter à comment agir. On ne devrait pas essayer d'enlever à la personne les manifestations de l'autisme. Ça met un stress énorme. C'est du faire semblant tout le temps. C'est ça ajoute à l'anxiété. Donc, une belle traduction sans enlever à la personne sa langue. Je vais parler des scénarios sociaux, c'est complètement relié à ça. Les scénarios sociaux, bon, on va apprendre des petits bouts de choses par cœur pour pouvoir fonctionner. Atchoum, excusez. Ça, c'est même pas des vrais atchoum, mais c'est des. Ah, OK. On peut apprendre des petits bouts de phrases, des politesses, des choses pour se sortir de problèmes. On peut apprendre des scénarios sociaux par cœur, mais on ne peut pas tout le temps vivre dans le par cœur. Je vous donne un exemple de scénario social. Je le sais que parfois j'ai l'air bizarre, j'en suis parfaitement consciente. Alors, c'est certain que si un jour je me fais intercepter par la police, par les policiers, en véhicule, je vais utiliser mes scénarios sociaux. Parce que j'ai pas envie que les policiers, ils pensent que la personne au volant est sous influence, là. J'ai l'air bizarre, mais je veux pas qu'ils pensent que j'ai consommé quelque chose. J'ai rien pris. Alors, il faut que je fasse semblant d'être normale. Donc, je vais limiter probablement mes mouvements. Je vais limiter probablement mon intonation, puis je vais dire des choses que j'ai apprises par cœur et je vais complètement faire semblant d'être une dame très raisonnable. Tu sais. Il faut que j'aie des moyens, en cas d'urgence, d'utiliser ces scénarios-là. Mais je n'ai pas envie de les utiliser en permanence. Il faut que ça demeure un bel outil temporaire, ponctuel.
Dans les situations sociales, se sentir respecté, que ce soit nommé, que ce soit dit, ça va faire une différence. Quand on me le dit que: «Ah non, mais c'est correct, puis ça ne dérange pas, puis il y a pas de problème, puis sois toi», ça va pas toujours fonctionner, mais ça va souvent fonctionner à m'enlever un stress. Il y a des gens, je leur dis, puis ils savent, je dis: «Là, tu sais, des fois, je pleure, là, je pleure vite, puis je pleure facilement, mais il y a pas de problème, c'est juste, je peux pas faire autrement». Puis ils me disent: «Ah, ben, on le sait, donc il y a pas de problème». Puis j'avertis les gens, puis ça m'enlève vraiment énormément d'anxiété dans certains contextes. Comme par exemple, au pickleball, un sport auquel je joue, ben rapidement, je peux pleurer s'il se passe quelque chose, mais c'est ça, c'est comme ça, je peux pas l'empêcher. Puis si je suis tout le temps en train de m'imaginer: «Oh non, qu'est-ce qui va arriver si je pleure? Oh non, les gens vont s'inquiéter. Oh non, les gens vont penser que je suis blessée pour vrai». Je vais toujours avoir ça en tête, ça va prendre plein de place, ça va faire monter mon anxiété, puis je pourrais pas profiter du moment. Donc, les gens le savent, des fois ça va arriver, c'est comme ça peut pas être quelque chose qui est contrôlé. Je me garde en permanence un plan d'extraction de la zone. Quand on devient plus alerte à savoir, quand est-ce que notre anxiété est en train de grossir, bien souvent, on est capable de l'avoir arrivé plus dans les débuts. Puis, il est souvent temps de se sauver à temps parce que se réfugier rapidement dans les toilettes ou à l'extérieur, ça peut vraiment sauver, des humiliations, des pleurs en public, des crises, plein de choses comme ça. Alors, je me garde tout le temps en tête, quand je sens le grand truc monter, là, le grand truc tout raide à l'intérieur de moi, là, ouf, toilette. Et là, je peux attendre que ça passe. Je peux aller pleurer dans les toilettes pour que ça se vide. Et je vais revenir et je vais fonctionner. Donc, je me garde toujours dans les situations sociales un plan d'extraction de la zone. Je me garde des repères. Ces repères-là, ça peut être une personne, par exemple. J'appelle ça un humain élastique. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un et cette personne-là, selon le contexte, tu es plus proche ou moins proche. OK? Et tranquillement, plus que tu es confortable dans ton contexte, plus que ça s'étire entre les deux, puis qu'il y a de l'espace. C'est un humain élastique. On peut s'éloigner. Et tranquillement, quand on s'habitue au lieu, ben, on n'a pas besoin d'être toujours à côté de la personne. Donc, avoir cette personne-là qui nous accompagne, c'est très aidant. Il existe, je ne sais pas si ça existe en Ontario. Au Québec, on a une carte qui s'appelle la carte accompagnement loisir. C'est-à-dire que si on va dans une place comme un musée, une place où est-ce qu'il y a du sport, toutes sortes d'activités comme ça, bien, la personne qui accompagne la personne qui a cette carte-là ne paie pas. Donc, exemple, récemment, je suis allée au salon de la photo et là, j'avais ma carte. La personne qui m'accompagne ne paye pas. Ça lui donne ce rabais-là. J'ai pas eu besoin d'elle tout le temps. Mais les fois où j'ai eu besoin d'elle, j'ai vraiment eu besoin d'elle. Parce qu'il y avait tellement de bruit que j'étais même pas capable. Je devenais comme et j'arrivais plus avec la personne en face de moi à donner les informations importantes que j'avais à donner par rapport à mon équipement. Donc, elle connaît mon équipement par cœur. J'étais là: «Hélène, c'est quoi encore? C'est quoi encore? La bulle là? C'est quoi?» Puis là, je le voyais là. Si j'avais pas cette petite carte-là, peut-être que je culpabiliserais de demander de l'aide, mais je me dis tout le temps: «J'en demande pas beaucoup, puis elle paye pas». Alors, ça enlève l'anxiété, ça enlève l'anxiété à demander, ça enlève l'anxiété à être en public, à être dans des foules, à être dans des places comme celle-là. Et surtout, l'affaire qui m'aide le plus au niveau social, pour vrai, à faire baisser ça, c'est d'être capable d'en rire. Hem Quand j'ai insulté la personne sans faire exprès, si ça avait été nommé, j'aurais pu me faire taquiner avec ça après. Des fois, là, je fais des bonnes erreurs et là, on me dit, puis là, je réponds: «Mais là, tu sais que tu as matière à me taquiner pendant les 5 prochaines années avec ça, là, parce que c'est épouvantable ce que je viens de faire». Mais les gens, ils en rient, puis ça enlève tellement un stress. Quand on voit quelqu'un en face de nous vivre quelque chose de le fun, sourire, rire, tu sais, ça fait du bien au corps, là. Ben, on ne peut pas être autant dans le stress de oh non, j'ai café, puis qu'est-ce qui va arriver? Puis, OK, est-ce qu'on peut dédramatiser, pas être orgueilleux, se fier à l'intention de la personne, en rire, ça aide énormément à gérer l'aspect social. Je vais prendre un petit peu d'eau. OK. Je vais y aller avec un exemple hautement anxiogène
pour démontrer à quel point on peut avoir plusieurs petits gestes créatifs, on va dire, qui peuvent aider. Puis, en même temps, pour expliquer à quel point l'anxiété, elle arrive de tous les côtés. C'est rarement d'une seule place. Donc, une autiste chez le dentiste. Le dentiste, c'est pas seulement l'aspect de la douleur. L'aspect de la douleur, il est là, mais je pense qu'il est enterré en dessous de tout le reste. Il y a énormément de bruit. Il y a la lumière. Il y a le fait qu'on reçoit des gouttes d'eau, des machines. Là, je sais pas, il me semble que dans le temps, ça ne revolait pas autant partout. En tout cas, on en reçoit partout et c'est dégueulasse. Il y a le fait que lorsque les dents sont travaillées, les dents changent de forme. C'est absolument horrible. Je ne reconnais plus ma bouche de l'intérieur. Il y a la proximité physique des deux personnes et souvent sont à côté un peu sur nous, sont dans notre bulle et nous touchent. Les machines, l'odeur l'odeur des produits, l'odeur même de la pâte à dents, le goût, les textures bizarres que ça va laisser dans la bouche. C'est énormément de choses qui vont prendre beaucoup, beaucoup de place. Et le fait aussi d'être gelé, ça fait qu'on ne sent plus notre bouche. Une fois, j'ai cru que j'étais en train de mourir et j'étais au 2e étage et de l'autre côté de la rue, je voyais l'hôpital et là, je me disais, je ne peux pas passer par la fenêtre pour aller à l'hôpital, je suis en train de mourir, je ne respire plus. Mais je respirais, là. Mais c'est juste, c'est tellement énorme parce que je ne sentais plus ma gorge à cause du produit qu'il avait donné. Donc, tout ça va faire en sorte que ça va devenir extrêmement anxiogène, ce genre de situation-là. Moi, avant ça, j'y pensais pendant des semaines avant, puis je mettais 2 semaines à m'en remettre d'aller chez le dentiste. D'ailleurs, je dois avouer que j'ai passé plusieurs années sans y aller du tout quand j'étais plus jeune parce que c'était trop. Et maintenant, je veux y aller, je veux entretenir mes dents. Première chose qui peut aider, j'appelle ça nommer le monstre. Nommer le monstre, c'est quand tu quelque chose qui te fait peur, que tu es mal, tu n'es pas confortable, tu as de la misère à l'identifier, c'est l'affaire tapis en dessous de ton lit, tu veux savoir c'est quoi, bien finalement c'est une paire de bas, il n'y a rien là. Nommer le monstre, nommer la peur, nommer ce qui se passe va déjà servir à faire baisser l'anxiété. Donc, aviser le dentiste de ce que je ressens. Pas en long et en large, là, mais j'y donne une idée. Je suis autiste, j'ai de la misère à me gérer là-dessus, c'est extrêmement demandant pour moi. Bon. Deuxième chose, il faut se donner la permission de vivre ce qu'on a à vivre, OK? Oui, on ne va peut-être pas réagir comme les autres adultes. Oui, on a le droit et c'est correct. Moi, je demande à avoir une porte fermée parce que chez le dentiste, il y a des locaux où est-ce qu'il n'y a pas de porte fermée, que c'est comme une petite porte ouverte sur le corridor. Il y a des locaux que c'est fermé. Moi, je veux vivre ça toute seule. Je ne veux pas qu'on puisse me voir. C'est correct. Ça prend quelqu'un qui est compréhensif. Si la personne vous fait sentir que c'est ridicule, qu'elle ne vous respecte pas, ça passe pas. Il y en a des dentistes que ça les dérange pas puis qui vont être vraiment gentils. De savoir que la personne en face de nous, ça ne le dérange pas, ça aide. Je m'amène de la musique lorsque je vais chez le dentiste et malheureusement, je ne peux pas amener ces gros écouteurs-là parce que ça accote dans le bas. Par contre, je mets des plus petits écouteurs et je m'assure toujours d'avoir un fil, mais un fil qui a le bouton pour fermer et pour ouvrir mon son et mettre pause et changer ma chanson. Pourquoi? Parce que je ne peux pas commencer à jouer dans mon téléphone ou sur mes écouteurs pendant que le dentiste est en train de faire ce qu'il fait. Donc, ça me prend un accès à un petit objet comme ça. Ce que je demande au dentiste, c'est lorsque tu veux me parler, tape sur mon épaule, je vais arrêter mon son et je vais t'écouter. Si la chanson que je mets, finalement, je pensais qu'elle allait me faire du bien, mais elle ne me fait pas du bien, je peux la sauter. J'ai des listes de lecture de prêtes à l'avance dans le téléphone et il y en a une qui s'appelle « Calme urgent ». Et pour ne pas avoir à la chercher, j'ai mis 3 zéros devant. 000-calme urgent. Comme ça, quand j'ai besoin de calme de façon urgente, c'est la première liste de lecture en haut de toutes les autres pour avoir la musique qui m'aide réellement à me gérer. J'amène des petits objets proprioceptifs. Ça peut être des bagues sensorielles, des tangles, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup les petites pinces Canadian Tire Mastercraft en plastique.
j'aime ça, ça blesse pas, là, mais ça fait comme des compressions fortes sur mes mains et ça m'aide énormément à un petit peu donner d'autres informations plus agréables à mon cerveau au niveau sensoriel pour essayer d'enlever une partie des mauvaises informations, des informations qui sont désagréables à recevoir. Faut pas se gêner pour amener des verres fumés parce que souvent, ils vont mettre quelque chose par-dessus nos lunettes, mais ça prend de la place, là, puis c'est vraiment tannant et c'est pas confortable. Et la dernière chose qui va m'aider énormément, et c'est comme ça que tout le projet de Bleu Atypique a débuté, ça va être d'écrire ou de verbaliser après que ce soit passé ce qu'on a vécu. Le premier article de blog que j'ai écrit s'appelait Comment traverser un ouragan, la tête dans une casserole. Et c'était ça, la visite chez le dentiste. Ça a décollé comme ça. Et ça a tellement fait du bien de pouvoir le verbaliser. Là, j'ai parlé du dentiste. Mais si on réfléchit bien, j'ai essayé toutes sortes de petites choses pour m'aider à gérer une grosse chose. Une grosse chose qui elle-même avait plein de petites choses. Donc, j'ai identifié tous les agents stresseurs et j'ai essayé de faire une contre-attaque avec un petit peu de créativité, des essais, des erreurs pour que l'expérience soit moins épouvantable. Je vais parler du sensoriel. Le sensoriel, ça prend beaucoup de place chez énormément de personnes autistes et ça peut être une source incommensurable d'anxiété. C'est souvent les environnements qui ne sont pas adaptés et c'est normal si quelqu'un est en fauteuil roulant et qu'on veut adapter l'environnement, on met une rampe. J'ai jamais vu quelqu'un se plaindre que la rampe pour les personnes en fauteuil roulant leur enlevait quoi que ce soit. Ça leur enlève rien. Ce qui arrive au niveau de l'autisme, c'est qu'on ne peut pas mettre une rampe qui enlève rien. Changer notre environnement changerait l'environnement pour les autres personnes aussi, puis cet environnement-là deviendrait peut-être inconfortable pour les autres. On ne peut pas toujours avoir un environnement qui est adapté à nous. Ça nous en prend un, là. Il faut qu'on en ait un à nous, chez nous, quelque chose. Mais on ne peut pas en avoir constamment. C'est des informations qu'on va recevoir qui vont être difficiles à trier et on ne comprendra pas pourquoi vous vous infligez ça. Un 5 à 7, c'est supposé d'être une activité de réseautage pour rencontrer des gens par rapport aux affaires, pour les gens qui ont des entreprises et tout ça. Mais il y a tellement de la musique forte que les gens ne peuvent pas se parler. Et ils sont tous impatients parce qu'ils ont faim. Et là, finalement, ça devient, je ne comprends pas à quoi ça sert de s'habiller de façon inconfortable pour aller se mettre un boucan dans les oreilles afin de tisser des liens avec d'autres personnes qui doivent souvent pas se sentir mieux. Je comprends juste pas. Pour moi, c'est ça. L'environnement, je le trouve non adapté. Puis c'est des agressions qui vont tout le temps revenir, tous les jours. Imaginez, là, tu as une mouche dans tes oreilles, là, puis cette mouche-là, elle a un petit marteau dans les mains, là, puis toute ta journée, là, bzzz, tac, 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 bzzz, tac, tac, tac. Des fois, c'est comme ça qu'on se sent. On est tout le temps agressé. Il y a de quoi à devenir complètement envahi et c'est vraiment difficile. Je n'irai pas parler de tous les sens parce qu'il y en a beaucoup. On connaît tous les 5 sens de base que vous avez appris quand vous étiez petit, mais les sens, ça va un petit peu plus loin que ça. On a le vestibulaire, c'est-à-dire le sens de l'équilibre, la nociception, c'est la douleur, la perception de la douleur, la toniception, c'est la force musculaire qui est appliquée. Ça aussi, là, c'est un sens. Et la thermoception, la perception de la température, puis le temps qui passe, on peut être aussi hypersensible ou hyposensible au niveau de la perception temporelle. C'est tous des sens. Et quand on parle d'hypersensibilité au niveau des sens ou d'hyposensibilité, ben, ça peut être dans tous ces sens-là. Et on peut être hyper dans un sens, hypo dans l'autre. Et on peut même être hyper et hypo à travers le même sens selon. Exemple, souvent les autistes, ils vont être hypersensibles au toucher qui effleure et hyposensibles au toucher en profondeur. Bon. Donc, des profils sensoriels, il y en a plein. Il va aborder 3 des sens. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut identifier la source de l'agression. Et après ça, il faut essayer de trouver toutes sortes de petites astuces. Il faut être créatif pour un petit peu contre-attaquer cette agression-là. Donc, je vais y aller avec l'attaque sonore pour commencer.
Les personnes qui ont des appareils auditifs, les personnes qui sont malentendantes, quand ils reçoivent le son à travers leurs appareils auditifs, c'est un son qui est pas facile à trier pour le cerveau parce qu'il n'est pas reçu de la même façon. C'est un son qui arrive comme tout en bloc, puis c'est difficile pour eux d'aller extraire des morceaux de ce son-là. Et pour les personnes autistes, c'est une expérience qui est un petit peu similaire, dans le sens où est-ce qu'on va être beaucoup à avoir de la difficulté à faire abstraction de certains sons pour focaliser sur ceux qu'on veut entendre. Donc, ça arrive tout en même temps, de façon assez intense, puis nous, il faut aller essayer de trouver ce qu'on a besoin à travers de ça, et c'est énormément de travail de faire ça. Je vais y aller avec un exemple que j'aimerais que vous essayiez d'expérimenter la prochaine fois que vous vous rendez au marché. OK. Imaginez que vous êtes à l'épicerie. Vous arrivez et là, tout de suite au début, il y a une entrée avec des ventilateurs. C'est comme un sas entre le marché et le dehors. Okay? Et là, là-dedans, il y a des réfrigérateurs qui font quand même du bruit, des moteurs et tout ça. Il y a déjà des néons qui grésillent. Il y a une grosse ventilation parce que c'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et il y a les machines pour déposer les contenants consignés. Ting, ting, ting. On a déjà ça. Ensuite de ça, on entre. Si c'est l'hiver, on a le bruit des chariots qui attrapent toutes les petites roches et ils attrapent aussi le calcium et tout ça et le sel. Ça fait dans les roches et là, il y a des roues qui sont croches et ça graisse. On a tout ça. On arrive dans les fruits et les légumes. Déjà, il y a l'odeur, c'est pas évident, mais on y va pas avec l'odeur. Il y a encore tous les néons très, très forts. On entend aussi les néons, c'est parce que ça fait... On entend la musique. On entend les personnes parler, les enfants pleurer, crier, tout ça. On entend en arrière, dans l'entrepôt, les chariots élévateurs. Quand ils reculent, ils font pip, pip, pip. On les entend, là. Et on entend même, quand les gens veulent se servir des fruits et des légumes et qu'ils prennent le sac en plastique, on entend le petit... Et on le sait, là, que si ils ont fait sur le sac en plastique, c'est parce qu'ils ont mis de la bave dessus. Et c'est dégueulasse. Et là, tous ces sons-là, plus le bip, bip, bip des caisses, plus les nouvelles machines automatiques qui nous crient des instructions, parce que, bien sûr, on ne comprendrait pas s'ils nous parlaient. Il faut qu'ils parlent fort, de plus en plus fort. Et là tout ça, là, j'arrive avec mon chariot et je fais une rangée, deux rangées. À la troisième rangée, je commence déjà à être confuse. J'accroche les coins. Je tourne dans la mauvaise direction, j'accroche des gens et on me le reproche, là. Madame, faites attention, voyons. Oui, je sais. Si t'es pas capable de conduire ton carrosse, reste chez vous. Je me suis déjà fait dire ça. Mais c'est tellement intense. Faites l'expérience si vous n'êtes pas autiste. Expérimentez à quel point ça fait du bruit, c'est fou. Donc, c'est sûr qu'une soirée comme un Noël, où est-ce qu'il va y avoir des cloches, de la musique, les enfants qui crient, les parents qui restent assis pour crier les instructions aux enfants à l'autre bout de la pièce. Là, fais pas ça! Tu m'écoutes pas! Tu sais, comme l'enfant, il va pas écouter, là, il est à l'autre bout. Là. Noël, pour moi, je trouve ça vraiment difficile. Et quand c'était juste en adulte, ça allait, mais plus qu'il y a d'enfants, tout ça, c'est pas que j'aime pas les enfants, j'adore les enfants. C'est juste que je pense que je les aime individuellement. C'est quand ils sont en groupe que là, ça devient cacophonique, là. Alors, avoir une conversation avec quelqu'un qu'on voit une fois dans l'année, ben c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'étais capable. Je figeais, là. Noël, c'était un cauchemar, ça faisait mal. Alors, c'est sûr que peut-être être parent, c'était un gros défi aussi. J'en ai un des enfants qui a pleuré longtemps, qui a pleuré jusqu'à ses 2 ans, tout le temps. J'étais non fonctionnelle. J'étais sidérée par ces pleurs-là. Chez moi, il y avait, dans mon ancienne maison, un système d'alarme qui était beaucoup trop puissant. Et lorsque ce système d'alarme-là démarrait, j'étais incapable d'aller me gérer, l'éteindre parce que je ne comprenais plus les chiffres, je ne comprenais plus rien parce que c'était trop gros. J'avais l'impression d'être prise dans une espèce de glu, de opaque que je ne pouvais pas avancer. Maintenant, dans mon bureau, j'ai tout le temps une paire de... C'est des coquilles là, que j'ai tout le temps pour si le système
démarre pour pouvoir gérer ce qu'il faut que je fasse. Donc, la première chose que je fais quand j'entends le système d'alarme, je mets mes coquilles à toute vitesse et ensuite de ça, je peux me promener partout dans la maison pour si j'ai quelqu'un à avertir ou peu importe. Bon, c'est impossible. Une fois, j'ai même, il y avait une alarme qui a démarré pendant que j'étais avec un ami non-voyant et quand l'alarme a démarré, pour moi, ça a juste déclenché mon système automatique de je me lève, je sors et je l'ai laissé là. J'ai même pas pensé qu'il ne voyait pas. C'est terrible. Donc, astuces et solutions. Maintenant qu'on comprend d'où est-ce que ça vient, qu'on peut l'identifier, qu'on sait que quand on va à l'épicerie, c'est peut-être parce que peut-être à cause des bruits qu'on est anxieux comme ça quand on va à l'épicerie, c'est peut-être ça. On a identifié. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai parlé des coquilles tout à l'heure. Les coquilles, c'est quand même bien. Je pense que ça s'appelle earmuff en anglais. Il y en existe de toutes les sortes et c'est de plus en plus démocratisé. Il y en a dans les écoles aussi maintenant pour les enfants qui ont un TDAH ou des problèmes de concentration ou peu importe qu'est-ce qu'ils ont, qui ont juste besoin d'être tout seuls dans leur bulle. Ces coquilles-là sont démocratisées. Mais ça va arriver des fois qu'il y a des enfants qui ne veulent pas les mettre. Ça va être quoi la raison? Des fois, ça peut être juste la couleur. Juste essayer de peut-être avoir une jolie couleur, un joli dessin, de mettre des autocollants dessus. Ça peut aider l'enfant à se l'approprier. Mais souvent, ça va être au niveau du confort que ça ne passera pas. Parce que ces coquilles-là, ben, c'est universel. Alors, bon, des fois, ils vont être trop serrés pour la personne. Ils n'arriveront pas exactement à la bonne place. Et si on veut s'en procurer des plus confortables, il faut aller dans les boutiques où est-ce qu'ils vendent des articles de sécurité. Des articles comme les choses pour se protéger quand on grimpe sur un toit ou les pantalons qui protègent des coupures, puis les bottes qui empêchent les blessures, là, les articles de sécurité. Et dans ces boutiques-là, plus spécialisées, il y a des beaucoup plus grands choix de coquilles de toutes les tailles et de toutes les rigidités aussi. Donc, il y en a des beaucoup plus molles. Ils vont offrir une protection peut-être moins grande. Peut-être que vous ne pourrez pas faire clouer des clous avec une machine à compression avec, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de s'enlever le son. Donc, dans la maison, tout ça, ça peut être très utile. Malheureusement, on ne peut pas les porter en permanence parce qu'on ferait de la privation sensorielle. Puis là, à ce moment-là, on pourrait devenir plus sensible. Donc, c'est un outil à utiliser quand on en a besoin, de façon ponctuelle tout au long de la journée. Puis après ça, quand on est dans une zone plus calme, on l'enlève. J'ai découvert quelque chose d'absolument merveilleux il y a quelques années qui a été vraiment, vraiment quelque chose qui a changé ma vie sociale. C'est les bouchons de musiciens. Les bouchons de musiciens, on peut se procurer ça chez les spécialistes en audiologie, audioprothésistes, des gens qui font les prothèses auditives. C'est des bouchons qui sont là pour préserver la qualité du son, mais en réduire l'intensité. Et ils ont une direction. Donc, ils vont privilégier la parole et la direction dans laquelle on regarde. Donc, si vous vous retrouvez dans un lieu comme l'épicerie, et que vous regardez quelqu'un pour lui parler, vous allez entendre vraiment mieux cette personne-là et ça va étouffer le reste, ce que le cerveau autiste a de la difficulté à le faire. On le fait avec un bel outil qui est sur mesure, alors extrêmement confortable. Il y en existe aussi maintenant des pas sur mesure qui peuvent être achetés en ligne, mais c'est un petit peu moins efficace, sauf que c'est moins cher si vous êtes quelqu'un qui a tendance à les perdre. Pour vrai, ça, c'est incroyable, cet outil-là. Là. Maintenant, tous les autistes que je connais dans mon entourage ont acheté les bouchons de musiciens, puis c'est trop ça fait OK. Se donner des pauses, ça équivaut pour tous les agents d'attaque. Quand il y a du bruit, d'avoir le droit de se retirer. Puis si on se retire souvent dans la soirée, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'aime pas les gens. Il faut qu'on ait la permission de le faire. Il ne faut pas que ça soit mal vu. Il faut juste se donner le droit, OK? On a le droit à des pauses. On a besoin de ces pauses-là, puis ces pauses-là vont nous rendre plus fonctionnels. Souvent, lorsqu'il y a une attaque au niveau des sens qui est constante, on n'en vient qu'à détester notre sens. C'est comme si on ne veut plus entendre. Là. Ça fait trop mal entendre. C'est juste, je veux plus d'oreilles. Et de pouvoir consoler ce sens-là en lui donnant une récompense, un cadeau, ça va un petit peu nous réconcilier avec ce qu'on vit. Donc, après mon silence, quand j'ai trop de bruit,
je vais avoir de la musique que je vais pouvoir vraiment savourer, de la musique qui est non agressante. C'est pas le temps d'aller mettre du boum, boum, boum. Là. Ça prend de la musique qui apaise. Puis ça va vraiment me réconcilier avec le sens qui s'est fait attaquer au courant de la journée. Et les silences, c'est un essentiel. Ça prend ça, ça vide le trop-plein, ça prend des périodes. Sinon, c'est comme si tu ne pouvais jamais vider un verre que tu remplis en permanence. Ça prend absolument ces silences-là. OK. Si je vais avec l'attaque visuelle, il y a beaucoup de personnes autistes qui vont être hypersensibles à la lumière. Mon meilleur ami autiste, c'est terrible. C'est vraiment intense à quel point il est hyper sensible à la lumière. Moi, je dis tout le temps, je ne suis pas hypersensible à la lumière. Par contre, si je vais me faire un traitement médical, quand la personne me touche, tout à coup, je suis devenue hypersensible à la lumière. En quoi c'est lié? Ben, c'est que j'ai déjà quelque chose, quelqu'un qui me touche. Alors là, c'est difficile. Alors, la lumière qui habituellement ne va pas me déranger, ça va me déranger. Des fois, ça se combine. Alors, il faut en prendre conscience que oui, ça se peut qu'un déclenche l'autre et qu'ils se stimulent mutuellement. On va être plusieurs autistes à être dérangés par certains motifs, certaines textures visuelles et le désordre aussi. Une pièce qui va être désordonnée peut vraiment occasionner de l'anxiété à la personne autiste et elle ne saura pas pourquoi. Là. Elle va être juste comme mais qu'est-ce qui la dérange? Elle n'aura pas nécessairement conscience. Le désordre est très agressant. Les choses qui vont être pas symétriques, qui vont être désalignées, les petits conflits de bordure, des choses qui ne se touchent pas comme de la façon qu'ils sont supposés se toucher. C'est toutes sortes de petits détails qui vont prendre la place dans le cerveau, qui vont solliciter tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait plusieurs fois, quand je suis dans des événements plus publics, que des parents viennent me voir avec un enfant qui porte des verres fumés, puis ils me disent « c'est grâce à toi qu'on a enfin compris, qu'on a fait un lâcher-prise, puis qu'on s'est dit on a le droit aux verres fumés en public. » Parce que oui, les gens vont juger, oui, les gens vont passer des commentaires, oui, les gens vont questionner, mais c'est quoi le but? C'est de se sentir bien. Alors, pour plusieurs, avoir des verres fumés, même à l'intérieur, ça se peut. Il existe des lunettes qu'on peut avoir des verres fumés qui sont plus ou moins forts selon la lumière extérieure. Donc, lorsqu'on arrive à l'intérieur, ils sont moins opaques et lorsqu'on arrive à l'extérieur, elles deviennent plus opaques en quelques secondes. Ça peut être un super beau compromis qui va vraiment enlever une source d'agression quotidienne. Je ne sais pas pourquoi, et ça, c'est théorique et il n'y a rien de scientifique là-dedans. Il y a beaucoup d'enfantistes qui alignent des trucs et il y a souvent des parents qui vont poster des vidéos d'enfantistes qui alignent des trucs. Et ce qu'il y a de pas scientifique, c'est ma théorie. Mon sentiment à moi, c'est que ça gère le cerveau et ça gère l'environnement visuel. J'ai l'impression de faire un beau ménage de printemps dans mon cerveau quand j'aligne des affaires. Aligner des affaires va me structurer la tête, va m'aider à placer mes pensées comme je place les objets. Parce que quand ils sont tous épars, je comprends rien. Et là, je les mets tout alignés et là, c'est tellement plus cohérent et ça fait tellement du bien. Donc, si on est agressé par l'environnement visuel, peut-être aligner des affaires. Au restaurant, on peut prendre des petits copes de lait, on peut prendre des sachets de sucre, on peut prendre des petites choses et là, poup, poup, poup. Et c'était très drôle. Dernièrement, mon ami autiste puis moi, on est arrivés dans un lieu où est-ce qu'on avait la même vaisselle, les ustensiles et tout ça, l'assiette devant nous chacun. Et en même temps, on s'est assis et en même temps, sans se consulter, on a placé nos choses exactement de la même façon. On a tout aligné. Puis là, on s'est vu. On a réalisé que tous les deux, on venait de faire exactement ça, c'est-à-dire tout aligné et que ça faisait du bien. Il y a des fois des motifs, des visuels qui peuvent aider à structurer. Moi, je suis très, très fan de tout ce qui est des poids, des lignes. J'aime beaucoup, comme mettons, ça, il y avait ça qui traînait sur mon bureau, c'est mon bracelet de sport, ça va être des lignes. Je vais avoir des lignes pour mes sous-verts. Je vais avoir énormément de poids, des choses comme ça, parce que c'est des motifs répétitifs qui vont, même mes lunettes,
C'est des motifs répétitifs qui vont m'aider à comme me structurer. Ça va me calmer l'attaque visuelle parce que j'ai une hypersensibilité visuelle même si elle n'est pas à la lumière. Quand il y a trop de choses et qu'on peut rien y faire, d'aller se concentrer sur un seul point, fermer les yeux aussi, ça peut, là, mais on peut pas toujours. Aller se concentrer sur un seul point très, très précis va aider tranquillement à effacer le reste autour. Gérer le sens qui nous attaque, il y a d'autres façons de le gérer. Quand on dessine, ça aide ça à se gérer visuellement. Quand on gribouille, quand on fait des séries de motifs sur un papier, ça aide. Quand on fait de la photographie, quand notre environnement, on l'attrape par les morceaux qu'on veut, quand on a l'œil dans le viseur, puis que tout le reste devient noir, puis tout ce qu'on a, c'est ce qu'on est en train de regarder dans notre objectif, ben ça fait du bien parce que ça enlève le trop-plein par lequel on est toujours attaqué. Ça peut faire énormément de bien si c'est ça notre sensibilité. Je vais y aller avec un dernier sens. On comprend que tout ça, c'est applicable à tous les sens. Il faut être créatif, il faut être détective, il faut chercher. Mais je vais prendre un petit peu d'eau avant. Les vêtements peuvent être une source d'agression assez importante. Je suis très contente parce que moi, j'ai toujours aimé ces vêtements-là au niveau du look, les vêtements des années un peu 60. Et malheureusement, quand j'allais dans les friperies pour en acheter, c'était un tissu qui était grinçant un peu, un genre de je n'étais pas capable. Je les essayais, puis je les trouvais beaux, puis je ne peux pas les acheter. Puis là, tout dernièrement, ils ont imité ces vêtements-là dans certains magasins et c'est tout doux, c'est doux, 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 doux. Le vêtement va prendre énormément de place parce qu'on l'a toujours sur le dos. On voudrait bien se promener tout le monde tout nu, mais on est dans un pays froid. On ne peut pas se promener en sous-vêtements ou en maillot toute la journée. Donc, il faut mettre des vêtements. OK. Il y a eu un hiver où est-ce que j'avais plus de pantalon doux. Mon dernier pantalon doux avait rendu l'âme et les pantalons me causent des douleurs physiques importantes. C'est pas négligeable et c'est vrai. On ne peut pas dire c'est exagère, c'est dans ta tête. Ça fait mal. Les pantalons me font mal au niveau de la taille et ensuite sur les cuisses. Mais surtout, une bande d'à peu près ça de peau là, qui, je ne sais pas, est très sensible, cette peau-là, tout le tour de mon corps. Donc, c'était la panique. Je suis allée dans tous les magasins de ma région où est-ce qu'ils vendaient des vêtements potentiellement mous. J'en ai pas trouvé. J'ai fait 2 heures de route pour aller dans la grande ville. Et là, j'ai enfin trouvé un pantalon qui me faisait pas mal. Ce pantalon-là, je l'ai maintenant en 14 exemplaires. Plus jamais je vais souffrir comme ça. C'était horrible, OK? Mon pantalon brisé, j'en parlais. En me levant jusqu'en me couchant, je n'avais que pour seul sujet mon pantalon. Donc, je ne peux pas souffrir comme ça, c'est trop important. Je l'ai acheté en plusieurs couleurs et plusieurs hauteurs parce qu'il existait en mode plus court, plus long, moyen long. Alors, c'est pour ça que j'en ai 14, plus jamais. Le toucher, c'est aussi les contacts physiques, c'est aussi se faire toucher. Puis, on a pour impression peut-être qu'un toucher, c'est bref et c'est quelque chose qui est rapidement terminé. Par contre, chez les personnes autistes, principalement, chez d'autres personnes aussi, mais surtout les autistes, le toucher peut rester imprégné. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été touché, la main est retirée, mais on le sent encore et l'information continue d'être envoyée au niveau du cerveau et ça prend beaucoup plus de place. Quand ça fait ça, c'est difficile de se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Est-ce que j'ai vraiment un cheveu ici en arrière? Parce que c'est tout le temps ça que je dois gérer, mes fameux cheveux en arrière de mes bras. Où il est parti. Puis là, toute la journée, là. Puis là, souvent, là, je suis là pendant 1 heure de temps à essayer, puis je vais dans le miroir, puis je regarde, puis je touche mon dos, puis je suis toujours en train de frotter là parce que je vais continuer à sentir le cheveu après ma douche pendant des heures et des heures, parce qu'il y en a un qui s'est échappé. Détresse. C'est vraiment tannant. Quand ma fille était petite, parce que ma fille a un diagnostic d'autisme aussi, elle me disait mes frères me frappent quand on range la cuisine. Là, moi, ça m'aurait surprise parce que ses frères étaient gentils puis tout ça. Puis j'ai décidé, au lieu
d'intervenir tout de suite, de faire mon espionne et d'observer qu'est-ce qui se passait. Puis, bon, je parle de cheveux, j'ai un cheveu. Je me mets à les sentir quand j'y pense, ça se peut-tu? OK. Donc, ma fille rangeait et là, j'espionne un peu et je me rends compte que quand 2 enfants en même temps mettaient quelque chose dans le tiroir, ben le fait que le frère accroche la sœur un petit peu, comme ça, elle, pour elle, était frappée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit: «Tu es une menteuse, tu vois bien qu'il t'a pas frappée, tu exagères tellement». C'est pas ça. En même temps, je suis pas pour dire à son frère: «Approche plus ta sœur», c'est sa sœur. Donc, ça a été d'expliquer à chacun la réalité de l'autre, qui est une réalité complètement différente, puis de montrer à ma fille un mouvement naturel, ça se fait comment, puis qu'est-ce qui est possible qui se passe, puis que dans le fond, il n'y a aucune méchanceté là-dedans. Ça y enlève pas le contact physique qui était toujours aussi désagréable dans la cuisine à ranger en même temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des jours, des rotations pour le nettoyage après le repas. Donc, au lieu que les enfants ramassent tous ensemble en même temps, il y avait une rotation. Chaque enfant, à son soir, ramassait les choses de tout le monde. Et comme ça, ben, il n'y avait personne en même temps dans la cuisine parce que c'était impossible de prévenir tous ces contacts-là. Et là, vous allez dire, oui, mais elle vit dans la maison, elle en a des contacts avec ses frères. Oui, mais c'est ça. C'est la multiplication des choses en même temps. On se dépêche, ça fait du bruit, beaucoup de bruit, de la vaisselle. On est après souper, on est plus fatigué. La cuisine, c'est une zone qui est très, très, très éclairée. Et en plus, on a le contact, puis les déplacements sont limités parce que tout le monde est là, pris en pain. Donc, on se retrouve avec plein d'affaires physiques en même temps. Et c'est là qu'il faut des fois dire, tout simplement, est-ce que j'ai une autre solution que de les envoyer ramasser tous en même temps? OK. Solution. La nouvelle génération, j'adore ça. Ils ont vraiment de plus en plus compris, les notions de consentement. Puis, la nouvelle génération de parents aussi vont plus loin avec le consentement chez le jeune enfant, qui est le consentement pour les câlins, les embrassades, les bis, tout ça nécessite un consentement. Ça va arriver souvent chez certains enfants autistes que ils veulent pas faire le câlin à grand-papa, grand-maman. Puis grand-papa, grand-maman, ça leur fait de la peine parce qu'ils veulent un câlin. «Oui, mais tu les aimes pas, tes grands-parents!» C'est pas relié. Il y a 1000 façons de manifester son affection. On peut faire à distance comme ça. Il y en a qui vont être à l'aise avec la poignée de main. Il y en a qui vont être à l'aise avec, aller flatter un petit peu grand-maman pas serré, mais il y en a que ça va être, un mot gentil. Il y a tellement de façons différentes de manifester son affection. Il faut être créatif et proposer des alternatives quand la personne n'est pas à l'aise avec le toucher. J'avais une rencontre dans une école pour rencontrer, des intervenants et il y a une des dames qui m'a dit par rapport au toucher, puis c'est son métier, elle travaille avec des personnes autistes. Elle m'a dit: «Ben voyons, ça fait pas mal!» Et là, je me disais: «Mais madame, c'est votre travail!» C'est pas une douleur en tant que telle, c'est pas comme si je te tape, c'est vrai, mais c'est énormément d'informations, puis c'est des informations qu'il faut comprendre que pour nous peuvent être très envahissantes et nous ça nous ça nous déconcentre de ce qu'on est supposé d'être en train de faire. Imagine, tu es en dessous d'une chute et là, tu reçois la chute sur ta tête, il faut que tu te concentres quand même, tu es pas disponible. Alors, c'est sûr que ça devient difficile et ça va générer de l'anxiété de devoir se concentrer à travers toute cette information-là. Donc, ce consentement-là, de comprendre qu'on est plusieurs personnes autistes à pas vouloir être touchées en général ou peut-être être touchées seulement par nos très proches parce qu'on veut que cette information-là, elle soit seulement dans certains moments, bien, il faut respecter ça, c'est méga important. Les vêtements adaptés. Maintenant, on est dans une belle époque où est-ce qu'il est possible de s'habiller chic, sans s'habiller chic. C'est possible d'avoir de plus en plus des vêtements qui sont confortables pour vrai. Je vais y aller avec quelques exemples. Un polo, de style golf peut être, d'un tissu, super ultra, ultra respirant, doux et flottant. J'en ai que c'est comme des petits nuages, ça flotte. On dirait vraiment là, on est dans un univers de flottement et ils ont l'air chic, mais c'est des chandails de sport. Il y a des compagnies
pour femmes, précisément, ben, je connais plus ceux-là, que, on peut avoir des pantalons qui sont comme un pantalon sport, mais par-dessus, ça va être chic en apparence, mais en dessous, c'est un élastique sport. J'en ai trouvé dans le Lolé. Pour les chandails doux, j'en ai trouvé dans le Nike. Après ça, les vêtements comme une deuxième peau pour mettre en dessous des fois d'une robe au lieu des bas de nylon. Horrible bas de nylon cruel. Il y a Lululemon, il y a plein d'entreprises. Il faut trouver les nôtres, il faut trouver les tissus qui sont vraiment pour nous, mais il existe beaucoup d'entreprises qui se dédient au sport, qui vont avoir une gamme qui est un faux chic. Et ce faux chic-là, ça sauve la vie, vraiment. La peluche lestée ou la couverture lestée peuvent vraiment aider quand c'est notre sensoriel du toucher qui est attaqué. La peluche lestée, il existe, mettons, 2 belles entreprises que je connais. Là, on va y aller avec 2, Peluche et compagnie, et ensuite Manimo. OK, ça va être différent. Il y en a que c'est des peluches lestées qui sont lourdes, qu'on peut bien laver. Il y en a d'autres que c'est vraiment de la vraie peluche à l'extérieur. Il y en a qu'on peut sortir le sac qu'il y a dedans puis le mettre au micro-ondes. Ça va aider à apaiser. Les couvertures lourdes ou les couvertures lestées, il y en a vraiment beaucoup plus qu'avant de disponibles en magasin. Le prix a énormément baissé aussi. Avant, on ne trouvait rien en bas de 400 puis maintenant, il y en a à 80 dans plusieurs magasins, des magasins populaires. C'est des couvertures lourdes. Il ne faut pas dépasser 10 du poids du corps. Ces couvertures-là vont énormément aider à écraser. Les sacs magiques, les espèces de bouillottes qu'on peut mettre au micro-ondes qui ont des céréales à l'intérieur, des grains comme de sarrasin ou d'autres grains, ça, c'est vraiment apaisant aussi pour ça. Donc, mettons, on est surchargé, là, toute la peau, tout ça. On peut se dire, je m'en vais prendre une douche, je brosse bien toute ma peau. Après ça, je m'enveloppe très serré dans une grosse couverture et je prends une peluche lourde. Et là, comme ça, je m'en viens tout m'emmitoufler. Ça va m'aider à me calmer. Et cerise sur le sundae, on ajoute le chien. Pouf! Et là, vraiment, là, on peut reprendre tranquillement le contrôle de toute l'attaque sensorielle qu'on a eue. Je prends jusqu'à 4 douches par jour et ça m'aide énormément. Ça m'est arrivé d'en prendre en plein milieu de certains soupers. Donc, on est dans un souper, tout à coup, pouf, je prends une douche. Ça peut paraître impoli, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à me permettre parce que de toute façon, j'arrivais à un stade du souper où est-ce que j'étais sidérée parce que c'est tellement difficile sensoriellement, émotionnellement, socialement, un souper avec plein de gens que d'aller prendre cette douche-là, pour moi, ça éteint les sons parce que je me le vraiment très fort sur ma tête et j'ai toujours, je prends 4 douches par jour, alors j'ai un bonnet. Et ce bonnet-là, ben, ça fait comme du bruit, mais un bruit agréable. Donc, ça fait sur ma tête. Et là, je peux frotter bien fort. Et là, ma peau, elle se remet à zéro. Et là, j'ai eu comme mon silence. C'est un bruit, mais c'est un silence, en tout cas pour moi. Et là, je peux sortir et j'ai gagné une demi-heure de je fonctionne et je suis moins anxieuse. Quand on est quelqu'un d'autiste, qu'on est anxieux et qu'en plus, au niveau sensoriel, on a des sensibilités, il arrive quelque chose qui est assez commun, ça va être la surcharge sensorielle. Si on est une personne qui est sujette aux surcharges sensorielles, on va faire des surcharges sensorielles. C'est pas évitable. Et c'est un peu contre-productif parce que le cerveau, lui, il est inquiet. Il veut pas faire de surcharge. Alors, il nous donne de l'anxiété. Anxiété pour pas faire de surcharge. Anxiété qui va déclencher plus vite les surcharges. C'est pas toujours logique, un cerveau. C'est comme si vous empêchez votre main de monter, quelqu'un la tient et on la lâche, elle va décoller beaucoup plus rapidement parce qu'elle est trop retenue. Donc, par rapport aux fameuses surcharges, si on est sujet à en faire, de l'accepter, de se dire ça arrive, ça arrivera, c'est comme ça, c'est la vie, point. Ça va faire qu'elles vont être peut-être moins fortes et aussi moins fréquentes. En cas de surcharge, on n'en ajoute pas. On laisse la personne vivre ça. C'est pas le temps d'essayer de la raisonner, d'essayer de la convaincre qu'il n'y a rien là.
que non, elle ne devrait pas être en surcharge, que c'est pas si pire que ça. Être en surcharge! On utilise nos 10 Il y a certains apprentis sorciers qui pensent qu'on peut forcer les personnes à s'habituer à certains agresseurs en les surexposant. Et ça donne des résultats assez pitoyables et pas très efficaces, à part rendre la personne complètement zombifiée, puis donner l'impression que peut-être ça a fini par passer. Ça donne pas grand-chose. À titre d'exemple, il existe un protocole ici que je connais qui se fait avec 3 professionnels de la santé ou 2 selon les contextes. Une rééducation sensorielle qui est faite tout en douceur sur 1 an, accompagnée d'un psychologue, puis de quelqu'un qui est spécialisé dans le sens en question, disons auditif. Et ces personnes-là, avec la personne qui désire se faire aider, vont établir un protocole en douceur d'exposition qui va être bien documenté, qui va être suivi, puis c'est sur 1 an et c'est vraiment dans le respect. Là, c'est possible qu'on ait des beaux résultats. C'est pas quelque chose qui est forcé, qui est mis d'un coup. C'est vraiment un petit peu le même principe que lorsqu'on veut désensibiliser quelqu'un à une allergie. Il y a une façon professionnelle et éthique de faire ça. C'est pas on va t'enlever ça, cette allergie-là aux crevettes, on va t'en donner un grand plat. Ça fonctionne pas comme ça. OK. Les imprévus. Les imprévus vont générer de l'anxiété quand ils arrivent, mais aussi avant qu'ils arrivent, parce qu'on est tout le temps en train de se dire, mais s'il y a un imprévu. Et ça prend énormément de place. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les personnes autistes, souvent l'image mentale, la préparation mentale va prendre énormément de place, va être très importante. Donc, pour une personne autiste, quand vous arrivez avec un imprévu, c'est comme si vous preniez son image mentale, vous la chiffonniez, vous la lancez à côté, vous dites vite, 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 prépare un nouveau dessin, vite! Faut réagir dans un nouvel univers. On a été téléporté, là, pouf, pouf, c'est même plus la même chose, c'est plus les mêmes données. Faut recommencer tout le gros travail qu'on avait fait en amont pour être prêt à vivre ce qu'on est en train de vivre là. Et ça, c'est vraiment difficile. Je vais y aller de quelques exemples. Ça aide à comprendre. Je conduisais le camion et là, tout à coup, je tombe en panne dans une courbe. Alors là, c'est la panique, mais le plan A, c'est on appelle l'amoureux pour qu'il nous donne des instructions, comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir et on peut gérer la panique. L'amoureux ne répond pas aux multiples appels, donc les policiers viennent, bloquent la route parce que je suis vraiment très mal placée et je sais que je dois appeler une dépanneuse pour transporter le véhicule et je ne suis même pas capable. C'est les policiers qui l'appellent. J'ai réussi à appeler le taxi pour ma fille, par contre. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que j'avais fait plus souvent dans ma vie. Ça doit être ça. Alors, j'ai réussi. On gère tout ça, OK? Et là, finalement, l'amoureux rappelle. Et là, il me dit ah, Val, je sais ce qu'il y a le camion. Tu as juste à enlever la clé dans le contact, à remettre la clé et il va démarrer tout seul. Mais je dis, je peux pas. Il fait comment ça? Je dis, parce que j'ai déjà tout refait mon image mentale. Je peux pas la refaire une deuxième fois. Et je viens de la faire. Alors, il fait OK. Alors, j'ai perdu une demi-journée de travail. J'ai été obligée de payer le taxi à ma fille et de payer la dépanneuse. Tout ça juste parce que c'était trop dur de gérer 2 imprévus, un par-dessus l'autre. Alors, aux gens qui pensent que c'est un caprice, que si on voulait vraiment, on serait correct, ben, ça me tentait pas, moi, de payer ça, là. J'ai pas le choix, à un moment donné, c'est trop gros. Je vais aller d'un exemple un peu plus rigolo. J'ai 2 tresses. C'est mon anniversaire. Il y a un gâteau d'anniversaire et je commence à souffler les bougies d'anniversaire. Je commence toujours à 6 heures dans le sens horaire et je termine à 6 heures. Arrivé à 9 heures, la tresse droite prend feu. Alors là, les gens crient Val tes cheveux, Val tes cheveux. Là, dans ma tête, il y a une séquence de commencer.
La priorité, c'est la séquence. Quand ils m'ont dit tes cheveux sont en feu, la chose que j'ai pensé, c'est est-ce que j'ai de la laque? Moi, j'ai pas de laque, j'exploserai pas. Donc, j'ai continué ma séquence et je me suis dit, ça ne brûlera pas jusqu'en haut, j'ai le temps. Et c'était plus important de finir ce que j'avais commencé. C'était trop un gros imprévu. Et j'ai passé une certaine période avec une couette plus courte que l'autre et noircie. C'est comme ça. Les cheveux ont pris en feu. Une fois, on m'appelle à la maison et on me dit on doit prendre un rendez-vous pour le plan d'intervention pour un enfant. Ma réponse mon enfant n'a pas de plan d'intervention. Donc la personne mais oui, à chaque année, tout ça. Mon enfant n'a pas de plan d'intervention à l'école. Alors, une fois que la personne a raccroché, je peux refaire mon image mentale, ouvrir le bon tiroir pour aller chercher la bonne information et savoir que mon enfant a bien entendu un plan d'intervention à chaque année à l'école. C'est comme ceux qui sont assez vieux pour me comprendre, dans le temps où est-ce qu'on avait des disquettes à mettre dans l'ordinateur. Si je voulais utiliser mon logiciel, mon jeu, je devais mettre les disquettes. Et quand la disquette n'était pas là, j'avais pas de jeu. J'ai pas accès au jeu. Quand même, je ferais tous les efforts du monde. Tant que je fais pas l'opération d'enlever une disquette et de mettre une disquette pour la remplacer, j'ai pas accès au jeu. Mais c'est ça, les imprévus. Il faut que je change ma disquette. Et même à la course, ça paraît, ma vitesse de course était vraiment pas la même si j'allais dans une place que je savais où est-ce qu'on tournait, que je savais quel chemin on allait prendre. Et là, les gens ils avaient pris l'habitude de me le dire d'avance, dans 100 mètres, on tourne à gauche. Parce que juste de savoir ça, j'allais plus vite. Parce que je pouvais prévoir, il y avait moins d'imprévus. Ça rend mon cerveau autiste plus efficace. Donc, on gère ça comment, un millier d'imprévus comme ça? On se fait plein de plans B. Lorsque je donne une conférence à l'extérieur, j'ai la conférence dans mon ordinateur. Des fois, la régie a aussi la conférence. J'ai la conférence sur OneDrive, sur un disque dur OneDrive aussi, et sur des clés USB. Et comme on ne sait jamais, je l'ai en version image par image pour s'il n'y a plus aucun PowerPoint qui pouvait fonctionner. Et je l'ai aussi en version imprimée pour s'il y a une panne d'électricité carrément. Il arrive plein d'affaires durant les conférences. Il y a tout le temps quelque chose. Puis là, les gens sont voyons comment ça fait que tu réagis correctement. Parce que c'était prévu. Tous les imprévus sont prévus. Ça ne dérange pas. Les situations sont pensées à l'avance. Et comme ça, ben, ils ne m'occasionnent plus de stress et je peux en rire parce que c'est des plans B. Ça prend des plans B pour ces imprévus-là. Et la plupart des personnes autistes que je connais ont tendance à se faire des plans B pour tous les scénarios les plus dramatiques au monde. À titre d'exemple, toutes les façons que notre enfant pourrait mourir. Ça a l'air macabre, ça a l'air cruel, mais non, parce que on est comme, pour plusieurs, un peu obligé d'y penser, qu'est-ce qu'on ferait si? Parce que si on se retrouve devant une situation à laquelle on n'a jamais, jamais, jamais pensé, c'est là qu'on peut perdre complètement tous nos moyens et ne plus du tout fonctionner. Donc, les et si ça vont être extrêmement aidants. Il ne faut pas tomber dans l'excès parce que sinon, c'est sûr que ça peut devenir malsain si on est toujours en train de penser au pire. Mais on peut y penser raisonnablement. Avoir toujours une personne en cas de besoin, des numéros d'urgence, des gens qu'on sait qu'on peut contacter, mais pas toujours les mêmes. Des fois, peut-être diviser ces personnes-là par catégorie. Tout ce qui est bris de véhicule, bris de maison, c'est l'amoureux. Tout ce qui est je suis inquiète avec le chien, mettons, c'est tel ami. J'ai des personnes, selon mon genre d'inquiétude, pour pas toujours être en train de demander aux mêmes personnes, les pauses, OK? Quand il arrive un imprévu, on a tendance à vouloir agir le plus rapidement possible. Et une des phrases que je dis souvent à ma fille, c'est « Prends ton temps, ça va aller plus vite ». Et pour vrai, prends ton temps, ça va aller plus vite. C'est tellement efficace parce que ça nous donne le temps de refaire une nouvelle image mentale dans laquelle on va pouvoir courir beaucoup plus vite. Je ne suis pas dans l'inconnu. Je sais où est-ce que je m'en vais et c'est plus efficace. Alors, dès qu'il y a un imprévu, on avertit la personne le plus tôt possible.
si vous êtes en couple et qu'il y a un changement le lendemain dans les horaires de peu importe, tout de suite un texto à l'autre personne pour avertir. Pas, je vais lui dire en arrivant à la maison ce soir, je sais qu'il y en a imprévu, j'envoie l'info. Comme ça, on a le temps de bien refaire notre haute image mentale. Je vais y aller avec d'autres exemples. Je vais tout le temps piger quelques exemples là-dedans. Une autiste au gym. J'ai mis plein d'exemples, puis j'y vais comme je le sens selon les conférences. OK. La chose la plus importante, c'est que j'ai dû changer de gym et c'était un gym qui était sur plusieurs étages et avec beaucoup de pièces et beaucoup de changements et beaucoup de choses à penser. Donc, moi, ce gym-là, quand j'ai voulu changer pour aller là, ça m'a beaucoup inquiétée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné pour avoir des renseignements, pour répondre à certaines de mes questions. Je suis allée voir sur le site web, j'ai visité les photos et j'ai visité aussi à travers des vidéos les différentes pièces et les différentes choses qui étaient proposées et les cours. J'ai retéléphoné à d'autres heures différentes pour avoir d'autres informations. J'ai envoyé un premier courriel. Ensuite de ça, je suis allée voir un des profs sur Facebook, un de ceux qui annoncent pour ce gym-là. Il s'annonce publiquement pour ça. Donc, on peut aller poser quelques questions, tu sais, 2, 3 questions, disons. Et je suis allée à un autre prof aussi. Après ça, j'ai refait un autre téléphone dans d'autres heures. Je suis allée là 2 fois pour voir la place durant des horaires différents. Et j'ai pris l'horaire avec moi pendant une semaine. J'ai pris l'horaire d'une semaine avec moi pour pouvoir suivre cette semaine fictive-là pour savoir comment ça allait se dérouler si moi j'étais au gym avec ces horaires-là, les cours et tout ça. Pour m'imaginer que je suis là, dans cette pièce-là, en train de vivre ça. Je ne peux pas arriver à une seule personne et poser toutes les questions que j'avais à poser. Ça n'a pas de bon sens. Alors, mon astuce à moi, pour m'enlever de l'anxiété, c'est vraiment d'être bien préparé, d'aller chercher plein de renseignements, mais par plein de petits moyens différents pour pas que ça soit sur le dos d'une seule personne de répondre à mon besoin. J'ai demandé de filmer certains des exercices pour pouvoir les regarder chez moi et mieux les comprendre. Vu que quand ça arrive, quand c'est nouveau, je ne comprends rien, je me désorganise et le fait de pouvoir filmer m'aidait vraiment à mieux fonctionner puis à faire diminuer mon anxiété parce que je les regardais chez moi pour comprendre. OK, je vais aller avec d'autres exemples. Ouais. À un moment donné, OK, je tombe face à face avec quelqu'un en sortant des toilettes et je le sais pas, OK? C'est inexplicable, mais pour une raison X, je me suis un petit peu désorganisée. J'ai comme écroulé, là, je sais pas trop, comme ça. Et là, je me sentais honteuse d'avoir réagi aussi fortement juste parce que je suis tombée face à face avec quelqu'un. Alors, rapidement, astuce, j'ai nommé. Est-ce que je suis autiste puis j'ai trop fait un saut? OK? Juste de dire ça. Ah, OK, la personne, ah, OK, elle est autiste, elle déculpabilise. Et genre, elle se sentait super mal. Elle se demandait ce qu'elle m'avait fait. Elle m'avait-tu frappé? Elle m'avait-tu fait mal? Elle était inquiète, la personne, là. Alors, juste, je suis autiste, j'ai trop fait un saut. Ça a tout de suite expliqué quelque chose. Il y a eu une fois où est-ce que ça s'est moins bien passé. J'ai nommé à un des coachs qui était remplaçant que j'étais autiste et que il y avait certaines choses que j'avais vraiment besoin d'apprendre étape par étape, que ça me demandait plus de temps. Et il a énormément insisté pour que je fasse une des machines que je ne me sentais pas capable de faire, que j'avais trop peur. Et il a beaucoup insisté. Alors, j'ai décidé de le faire. Puis là, j'ai dit, il faut que tu m'expliques une chose à la fois. Tu sais, tu peux pas me dire juste, tu t'installes là et tu fais ça dans son ensemble. Il faut que tu sépares les pieds, les bras, tout ça. Puis il n'a pas voulu. Je me suis désorganisée, là. J'ai tellement eu peur, là. J'avais l'impression d'être dans une soucoupe volante, là, que j'avais échappé le volant puis que c'était envolé toute seule. J'ai pleuré, j'ai tout fait. Ça a été épouvantable. Donc, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Mais quand on n'écoute pas nos besoins, ben, l'anxiété, elle monte puis on tombe en crise. OK. Je vais parler des changements et des transitions. Mon ami, il donnait des formations pour les accompagnateurs d'enfantisme dans les camps de jour. Puis il disait au moniteur, la coupe de cheveux, le shampoing, le savon que tu vas choisir en début d'été, tu le gardes tout l'été et tu ne changes plus. Pour certaines personnes, toute identification passe par là.
ça prend de la place. L'information qui change, ça prend de la place. La personne, elle devient différente. Et si c'est sur ça qu'on se basait, ben, on est vraiment déboussolé. J'ai quelqu'un de mon entourage qui refusait de m'envoyer une photo quand elle se faisait couper les cheveux. Puis à chaque fois, elle était surprise que j'arrivais pas à la regarder. C'est parce que c'était comme si je ne regardais pas les bons mots sur la bonne personne et pas les bons sons sur la bonne personne. Ça faisait une aberration dans ma tête au début. C'était long à m'acclimater. Tandis que si je reçois la photo d'avance, ça va être beaucoup plus facile. Donc, tout changement est difficile. Changer de l'intérieur de la maison à l'extérieur de la maison, il y a cette transition-là qui est difficile aussi. Les zones de transition, quand on est en train de changer, tu sais, je suis habillée en maison, mais je suis à moitié habillée en hiver. Je suis à moitié habillée en hiver. Je n'ai pas fini 3/4 habillée en hiver. Je sors dehors. Tout ce petit morceau-là, il est vraiment difficile. Et c'est une période où est-ce que j'ai besoin d'avoir toute ma concentration et je ne veux pas qu'on me parle. Quand j'ai mes bagages et tout ça, c'est impossible. Et les enfants me parlaient quand ils étaient plus jeunes dans ce temps-là. Et tout ce qui me sortait, je disais non disponible. Non disponible. Là, ils savaient que quand je disais ça, c'était temporaire et que j'allais revenir après, mais c'était pas possible. Et on a eu comme joyeuse idée de faire du camping. Ben, pour vrai, ce qui nous a le plus aidé, c'est les listes, des listes Excel, des listes Excel pour tout. Les Excel qui étaient réimprimés à chaque semaine, qui étaient mises à la même place sur la table à chaque semaine. On avait notre routine toujours de la même façon. Quand on arrivait au terrain, on plaçait nos affaires de la même façon. On avait chacun nos tâches prévues d'avance. C'était une course. Et ça permettait d'aller un peu régulariser ce changement-là. Parce que si le changement fait juste se faire de façon aléatoire, et les gens ne comprenaient pas pourquoi je ne leur disais pas bonjour en arrivant au camping. Et ils disaient, il faut que tu dises bonjour en arrivant. Non, non, non. Je ne suis pas là. Comment ça, tu n'es pas là? Je ne suis pas là. Je suis en transition. Je n'existe pas encore. Putain, mon chien veut monter. Putain, putain. Ah! Il sait quand je parle de choses qui me stressent, puis on dirait qu'il veut venir s'occuper de moi pour se mêler de ça pour que je stresse moins. Donc, on a ici mon petit chien golem. OK. Donc, c'est comme ça qu'on a géré le camping. Et je ne disais pas bonjour aux gens en arrivant. J'attendais d'être bien installée parce que tant que je n'étais pas bien installée, c'est comme si je n'étais pas dans cet univers-là. J'étais dans un univers parallèle dans lequel je ne suis pas fonctionnelle. Et ça diminuait énormément mon anxiété d'avoir ce délai-là puis d'être tout installé avant de dire bonjour. Je peux passer à autre chose quand c'est fait. Comment gérer? Les listes, comme j'en ai parlé, mes listes Excel, c'est absolument extraordinaire. C'est pas le temps d'ajouter des choses imprévues à travers un changement. Un changement, il faut que ça soit vécu en étant bien concentré, bien préparé. On ne peut pas, à moins vraiment d'une urgence, on n'ajoute rien, on laisse la personne faire ses étapes de changement. L'agenda, maintenant, ça sauve la vie. Ça a vraiment changé. C'était pas comme ça dans le temps. Dans le temps, j'avais des feuilles quadrillées avec des stylos de toutes les couleurs. J'achetais des stylos de toutes les couleurs. J'avais mes codes couleurs et je me promenais avec mes feuilles quadrillées partout. Puis des fois, mes feuilles quadrillées, ben, elles prenaient l'eau. Donc, je perdais toute mon organisation de comment fonctionnent les choses, puis tout ça. Mais là, maintenant, moi, là, toutes les listes, là, c'est dans le téléphone, mes listes Excel dans le téléphone, j'ai accès partout. J'ai des listes pour tout. Puis ça fait que mes transitions sont ordonnées. Mes transitions passent par la liste. Et même que, tantôt, je m'en vais jouer au pickleball. Et sur mon sac de pickleball, j'ai une étiquette que j'ai plastifiée sur laquelle j'ai écrit ce que je fais quand je vais au pickleball. Dessus, il va y avoir les souliers, les orteils, les orthèses, pas les orteils, les lunettes, l'eau, la collation, les balles, mes clés de voiture, mon porte-monnaie, mon téléphone. Tout est écrit comme ça. J'ai pas à gérer ça. C'est tellement... À chaque fois que je partais, j'avais tout le temps l'impression de... J'ai pas fini, je suis pas correcte. Est-ce que je vais être correcte? Je peux pas me mettre à penser à tout ça. Il faut que je m'enlève... Oui, tu le sais que je parle de sujets qui stressent. Il faut que je m'enlève des sujets de la tête, sinon c'est trop gros. OK. Ce qui est vraiment l'idéal, c'est d'arriver à identifier quand est-ce qu'on commence à être angoissé. Parce que si on est capable de l'identifier, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir l'éviter parce qu'on va savoir qu'il se passe quelque chose. Donc, on va chercher un peu, on va faire le détective à trouver qu'est-ce qui ne fait pas. Et ça va aider beaucoup à ce que ça se passe mieux. Ça,
quand on voit nos signes à nous, quand on connaît nos signes à nous, on peut nous-mêmes le voir chez nous. Mais quand on connaît les signes de nos proches, des gens autistes qui nous entourent, on peut le voir chez les autres. Je vais y aller avec, on va dire, 3 niveaux d'alarme qui peuvent varier d'une personne autiste à l'autre, mais on va y aller avec un profil moyen, disons. Disons que pour la personne, lorsque son anxiété commence, elle, on va avoir une petite notification. Peut-être que la personne va avoir des tics. Comme quand moi, je tapais avec mon stylet comme ça compulsivement, là. Ça faisait clic, 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 clic dans mon écran absolument pour rien. Bon, peut-être que la personne va être confuse, va être mêlée, va être moins claire un petit peu. Les mots, ça va être moins ça. Peut-être que la personne va devenir très, 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 très raide ou au contraire, va s'affaisser un peu. La posture va changer par rapport à l'habitude. La personne va peut-être devenir malhabile, maladroite, traverser des choses, s'enfarger. Et le débit, la voix, va peut-être s'accélérer, monter, devenir plus aigu, devenir plus grave, mais souvent plus aigu. La personne va parler peut-être plus fort. Là, peut-être, il se passe quelque chose. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en ajouter. Je vais juste être prudent pour ne pas, moi, mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Donc, il va au niveau petite alarme. Peut-être que la personne va faire du flapping, mais pas du flapping, le fun, mais du flapping, les doigts écartés, là, comme quand ça va pas. Peut-être que la personne, elle va faire plus de balancement, elle va perdre ses repères, elle va souvent, visiblement, essayer de s'enfuir. Pas complètement, mais comme si tout le temps, on dirait que la personne, elle recule, ça reculé. Ça, souvent, ça va être un signe que là, il se passe quelque chose. Ça serait peut-être temps de se dire, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas. Il y a un élément agresseur, il faut que je le trouve. Si je vais avec l'alerte générale, bien là, on l'a échappé, là. Il faut aider la personne. C'est si la personne est vraiment complètement paniquée, là. Elle manque d'air, ça peut ressembler à une grosse crise d'anxiété, des tremblements, les pleurs, des fois de l'automutilation, de l'agressivité beaucoup. Puis pour plusieurs, il va s'installer le mutisme sélectif ou surtout chez ceux disons, qui n'en ont pas souvent, là, mais en cas de crise, là, ça peut que complètement, on n'a plus accès à parler. Et ça m'arrive pas tant souvent parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, j'aime ça parler. Alors, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, mais ça m'est arrivé. La dernière grosse crise dont je me rappelle, ça a été celle qui m'a coupé la parole le plus longtemps. C'était épouvantable. Ça a duré plus qu'une demi-heure. Je n'étais plus capable de savoir comment on fait pour parler. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. On courait dans la forêt. Il y avait un pont. Un pont que des gens traversent à vélo. Oui, 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 à vélo. Et ce pont-là n'avait pas de côté. C'était quand même difficile. Et dans le centre du pont, on avait le dessus des arbres, carrément. Puis il y avait une petite pente aussi à un certain niveau sur le pont. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ben, je le sais un peu plus maintenant, mais en tout cas, ça a été très gros. Ce que ça fait, c'est que j'ai écrasé par terre et je n'étais plus capable d'avancer, de marcher et surtout, je n'étais pas capable de parler. Donc, à toutes les intersections, on s'attendait. Quand ils ont vu que j'arrivais pas, la personne responsable de notre groupe est revenue. Et là, elle est arrivée face à moi. Je ne sais pas comment il sait qu'on fait ça comme ça, mais lui, il n'est pas arrivé vraiment intense et tout ça. Il est resté à distance et il a fait « Es-tu tombé? » Là, j'ai été capable de faire non avec ma tête. « T'es-tu fait mal? Es-tu blessé? » Non. Donc, il a simplement attendu. À un certain moment donné, j'ai fait un signe comme ça, donc pour avancer. Et j'ai réussi à ramper, je ne sais pas comment, en tout cas, j'ai réussi à m'extraire du pont, mais plus par le sol, là. Et suite à ça, j'étais incapable de parler. Et j'ai fait le reste du chemin en pleurant à chaudes larmes. Et arrivé au véhicule, je ne pouvais toujours pas nommer ce qui s'était passé. J'ai essayé d'écrire le mot pont, j'y arrivais pas. Et la disquette n'était pas là. Disquette de parole. Quelqu'un qui tombe en hypothermie, le corps, pour se défendre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va comme enlever le sang dans les extrémités, puis il va envoyer le sang dans les organes principaux. C'est un petit peu le même principe en autisme. C'est comme si quand c'est trop, le cerveau, il coupe les fonctions qui ne sont pas nécessaires là. Pour traverser un pont, je n'ai pas besoin de parler. Donc, le cerveau a décidé que comme c'était trop dur, parler, je n'avais plus besoin de ça. Et là, j'étais très inquiète parce que je me suis dit, ils ne voudront plus jamais courir avec moi, ça va faire comme l'autre cours, je vais être mise dehors. J'étais
tellement inquiète. Et je suis revenue à m'entraîner avec eux 2 jours plus tard. Là, on faisait un entraînement dans un parc. Et là, j'arrive et je m'excuse et je m'excuse et je m'excuse. Et le coach, il me dit, pas de trouble, cher. J'ai-tu l'air pressé, moi, dans la vie? Ça a fait. Alors là, je vais vous montrer. Oui, je vais vous montrer une petite vidéo. Ça, c'est moi sur un pont sur lequel j'avais eu une crise quelques jours auparavant. J'étais pas capable de traverser, j'avais trop peur. Mon ami m'y a ramené, puis il m'a aidé à l'affronter petit pas par petit pas. On voit que je suis vraiment terrorisée, surtout quand j'arrive à la portion qui me stresse. En m'aidant à me concentrer sur l'essentiel, mon ami me répétait « Mets ton talon en avant de ton gros orteil ». Et c'est comme ça que doucement, même si c'était vraiment difficile, je voulais tellement y arriver que j'ai fini par y parvenir. J'ai dû fermer mes yeux, j'ai dû avancer à petits pas, j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais après, j'étais tellement contente. Quand on a un handicap, faut pas se comparer. Il faut célébrer les moindres petites victoires. C'est ça qui fait qu'on... Pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Premièrement, avec mon ami, on a essayé d'identifier les défis. Puis pas juste avec mon ami, avec le groupe de course aussi. En courant, on se demandait, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Puis on avait des théories. Puis à un moment donné, on a tombé sur la bonne réponse, c'est la perte des repères visuels. C'est ça qui a été le problème. Donc, problème identifié, maintenant, on va essayer de le travailler. Je suis retournée sur ce pont-là avec mon ami seul. Donc, j'avais tout mon temps. On est allé plusieurs fois et on est allé s'amuser autour, courir autour avant d'aller le voir. Et on faisait un petit bout à la fois dessus. Et on se rendait compte que lorsque je perdais les repères visuels, c'est-à-dire lorsque j'avais plus de petites lignes, de petits fils ou quelque chose de chaque côté, parce que les autres ponts, j'ai traversé, mais il y avait des petits fils. Bien, avec cette perte de repères-là, je n'étais pas capable de savoir comment je devais faire pour marcher. Mon ami a donc ramené ça à l'essentiel, c'est-à-dire mets ton talon en avant de ton gros orteil. Ça a l'air niaiseux, mais ça me permettait de juste regarder mes pieds, puis de prendre mon talon visuellement et de l'amener devant le gros orteil et de continuer comme ça. Parce que si je ne revenais pas à la base, j'étais incapable. Il ne pouvait pas juste me dire « fais juste marcher ». Je ne savais plus comment on fait. C'est fou comme ça. Alors, dans la bonne humeur, dans la joie, en riant, il m'a taquiné tout le long pendant qu'il a filmé. Il disait « Ah, tu disais que tu n'aurais rien pour la vidéo. Moi, j'ai des choses pour la vidéo. » Puis il riait plus de ça. Puis ça a fait qu'on est parti d'un truc qui prenait tellement de place dans ma tête que j'étais tellement anxieuse. Puis on l'a tout déficelé, petit morceau par petit morceau. L'anxiété, si on s'en occupe pas, si on essaie de la mettre en dessous du tapis, puis de jamais de regarder comment ça se passe, on va avoir plein de problèmes. Les problèmes de sommeil, on le sait. La dépression, ça peut facilement être là. Des douleurs, des vrais problèmes de santé qui peuvent découler de ça. Tout ce qui est digestif, les migraines, on devient... Si vraiment on s'en occupe pas puis que c'est trop intense, on peut se rendre en rupture de fonctionnement. Une rupture de fonctionnement, ça va ressembler au burn-out ou au burn-out fonctionnel, mais chez les personnes autistes qui vont vraiment perdre tout leur fonctionnement, c'est que la personne ne pourra plus rien faire, elle n'aura plus ses repères. Elle va être complètement désorientée, puis ça peut durer des mois si l'anxiété est trop grosse puis trop intense pendant un certain temps. Donc, c'est nécessaire de s'en occuper. Moi, ça m'est arrivé 2 fois et pour vrai, c'est un méchant paquet de troubles de se relever de ça. Et c'est arrivé lorsqu'il y a eu une trop grande succession de changements et de responsabilités, maintenant que je pense, sur un court laps de temps. Des changements que je n'étais pas capable de savoir quoi faire avec, des changements que je n'avais pas prévus et je me retrouvais avec trop de ça à gérer, puis ça a brisé 2 fois. Je vais y aller avec d'autres astuces un petit peu méli-mélo, des astuces mélangées. Je vais parler de la fameuse zone de confort. Les gens sont tellement enthousiastes à nous dire de sortir de notre zone de confort. Mais étrangement, quand on les écoute, souvent, c'est plus pour leur rendre service à eux, c'est leurs attentes à eux. La zone de confort, c'est un budget à respecter, puis un budget à prévoir.
faut, oui, sortir de notre zone de confort, mais il faut que ce soit rentable pour nous. Il faut que ce soit pour les bonnes raisons puis pour les bonnes choses, pour répondre à nos objectifs, pour répondre à nos rêves, pour s'améliorer sur qu'est-ce qu'on a besoin de s'améliorer, pas pour aller faire plaisir à ta troisième grand-tante, là. C'est pas ça, sortir de sa zone de confort. Si tu le fais tout le temps, t'en as plus après pour toi. Alors, gérer intelligemment et avec bienveillance pour nous la fameuse zone de confort. Les animaux, ça fait vraiment du bien pour l'anxiété. C'est fou ce que ça fait. C'est incroyable pour énormément de personnes autistes. Le sport, c'est difficile à faire passer ça pour plein de bonnes raisons. Je pense, passer 1 heure juste sur le sport, mais si on est capable de trouver une façon ludique de faire de l'activité physique, ça fait une méga différence aussi. Avoir toujours un refuge. Par exemple, pour un enfant, ça pourrait être un garde-robe qu'on a transformé avec des coussins, des petites lumières LED. On peut mettre des plaques coupe-son sur les murs de ce garde-robe-là, comme des sonopanes. Il existe, ça ressemble à, c'est comme de la laine minérale, mais rigide, là, un petit peu. On met ça sur des murs, puis ça insonorise. On peut mettre le garde-robe comme ça, puis l'enfant va se réfugier là-dedans quelques fois par jour quand il en a besoin. Avoir le contrôle sur quelque chose. Ah, j'ai pas pensé à l'adulte. L'adulte, d'avoir une pièce dans la maison, une place refuge dans la maison. Avoir le contrôle sur quelque chose. Petite, j'avais beaucoup de la difficulté dans certains types de lieux. Les lieux plus bondés, tout ça. Et un jour, mes parents ont réalisé que j'étais vraiment meilleure qu'eux pour prendre des belles photos. Alors, je suis devenue la responsable de l'appareil photo familial parce que les gens voulaient des souvenirs. Ben, mon anxiété dans ces places-là, elle a fait bouh! Parce que j'étais en train de contrôler ça, j'étais occupée là-dessus, j'étais en train de gérer quelque chose, j'avais une mission, j'avais quelque chose à faire. Il y a des gens qui disent qu'ils fument pour se donner une contenance. C'est peut-être un petit peu le même principe. C'est comme tu te donnes quelque chose à faire, tu n'as pas à penser à qu'est-ce que tu as l'air ou peu importe, tu es juste en train de faire quelque chose. Rire, c'est magique. Il y a des autistes, par contre, qui n'aiment pas ça. C'est vraiment du cas par cas. Intellectualiser les choses qui nous font peur, qui nous angoissent. Je suis allée voir plein de documentaires sur pourquoi l'avion brasse comme ça. S'informer vraiment sur le sujet de notre peur, notre anxiété. C'est un petit peu le même principe. Les rituels. Ça, c'est délicat. Les rituels vont aider à faire baisser l'anxiété et peuvent aussi donner de l'anxiété. Alors, ça va être de trouver un équilibre dans où est-ce que je vais pour être bien sans m'empirer. Le ménage, c'est fou le ménage à quel point ça aide. Toujours la sortie de secours, le plan d'extraction de la zone dont j'ai parlé. Puis, une chose que je trouve absolument merveilleuse, c'est d'avoir les bons mots pour nommer les bonnes choses. Pour pouvoir dire qu'est-ce qui m'arrive pour vrai. Si je dis, je fais une surcharge, je suis surchargée sensoriellement ou quand j'utilise les vrais bons mots, personne ne peut dire c'est pas vrai. Je veux dire, je deviens crédible tout à coup. Et ces mots-là, il faut les pratiquer avant que ça se passe. Si on sait que dans un certain contexte, on est souvent submergé par l'anxiété, d'apprendre à nommer c'est quoi, puis quand ça arrive, pouvoir le nommer aux gens, vous allez voir, ça va faire que les gens vont savoir pourquoi ça se passe, puis ça va être plus validé, puis ça va être moins anxiogène. Je finissais toutes mes conférences comme ça avant. Je disais, je rêve que ma différence devienne mon allié et que mes obstacles deviennent des escaliers. Comme ça, je pourrais regarder ma vie avec fierté. Mais récemment, je dessinais je dessinais une image avec cette phrase-là, puis une lune, puis un escalier. Et mon fils a vu le dessin que je faisais dans l'iPad et il m'a vu et il a dit, maman, ça ne fonctionne pas. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Mon escalier, il dit, ma lune, il dit non. Il dit, ta phrase. Il dit, parce que c'est déjà comme ça. Oh! Alors, maintenant, je dis, ma différence est mon allié et mes obstacles, mes escaliers. Et je vous invite, si vous aimez les réseaux sociaux, à me suivre. Je suis sur pas mal tous les réseaux, principalement sur TikTok, mais je suis sur les autres aussi, puis beaucoup sur Facebook aussi, c'est mes préférés. J'ai les 2 autres aussi, que vous voyez là. Et j'ai aussi mon site web. Je suis sous le pseudonyme de Bleuet Atypique sur les réseaux. Parce que j'aime beaucoup le bleu et les petits fruits et que je vis au Saguenay. Donc, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans cet univers-là. Puis, merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Donc, au revoir de ma part et de la part de Golem.
Bonjour! Hem, J'espère que vous avez apprécié la conférence qui a été préparée. La première chose que je voudrais vous dire, c'est vous pouvez aller poser des questions. Il y a une boîte questions-réponses et vous écrivez vos questions là-dedans et je vais pouvoir y répondre, tout de suite, en direct. Ça me ferait vraiment plaisir, là, soyez pas gênés. Puis en attendant que vous posiez vos questions, ben, je vais meubler ça, je vais me présenter un petit peu. Vous a je me suis présentée au début, je m'appelle Valérie Jessica Laporte. Je fais beaucoup, beaucoup de contenu à propos de l'autisme, les différences, le handicap, l'inclusion, l'employabilité, les loisirs, les sports adaptés, du contenu sur des réseaux sociaux, principalement, comme sur, TikTok, beaucoup, beaucoup, avec un peu plus d'humour. Sur, Facebook, j'ai du contenu aussi, Instagram un peu et un petit peu, YouTube. Hem c'est il y a vraiment un bel engagement de la communauté par rapport à l'information qui est donnée, puis pas juste, par rapport aux personnes autistes ou aux personnes qui vivent avec un handicap, mais il y a plein de gens de différents horizons qui s'informent, puis qui aiment ça, puis qui aiment ça apprendre. Puis, ça, c'est super encourageant de savoir que ça commence à être un sujet, plus connu. Donc je vous inviterai à aller me suivre sur ces différents réseaux-là. C'est toujours sous le nom de Bleuet Atypique. Bleuet comme, le fruit là, un bleuet. Hem, j'ai un autre site web, qu'on est plusieurs personnes à travailler dessus, qui est un site seulement d'information sur l'autisme, mais tout classé par, catégorie vraiment extrêmement classé là, par sous-sujet. Ça s'appelle autisme123.com. Et il y a déjà ça fait environ un an le projet et il y a déjà environ 70 pages, là, 70 sujets de montée. Puis il y a une ouverture qui se fait aussi pour avoir des articles de blog, de différentes personnes et tout ça, en plus de ce contenu-là. Donc je vous invite à aller le consulter si vous avez besoin d'avoir de l'information, sur, disons une condition associée ou une spécification très précise, c'est tout bien divisé. Je vois qu'il y a toujours pas de questions. Hem, la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que j'ai 2 romans à propos de l'autisme. Le premier, c'est, Méconnaissable, ça vient avant l'autre et il est best-seller. C'est vraiment, ça a vraiment super bien fonctionné. Donc c'est une héroïne, autiste, dans le roman. D'habitude, j'ai plein de questions, alors ça fait bizarre. On dirait que j'ai été oubliée sur une île déserte, là. Je sais pas comment vous êtes de l'autre côté. Mais c'est ça. S'il n'y a pas de questions, ben, je vais partir et je vais vous laisser, je vais dire au revoir. Donc merci beaucoup, puis, ben, à la prochaine peut-être.